Goedemorgen iedereen, bonjour à toutes et tous. Je vais passer la parole au Dr Ivan Latem qui va nous faire un état des lieux de la situation de l'épidémie dans notre pays. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors nous commençons cette semaine par de relativement bonnes nouvelles qui confirment les tendances que nous avions exposées la semaine passée. À la fois, le nombre d'infections et le nombre d'hospitalisations continuent à diminuer. Et même si le nombre de patients en soins intensifs augmente encore légèrement, on peut s'attendre à ce que ce chiffre plafonne dans le courant de la semaine et reste sous les 1500 patients. C'est beaucoup, c'est plus que la première vague, mais c'est heureusement en dessous de la capacité maximale qui était prévue pour ces patients. Les décès, quant à eux, augmentent encore, mais là aussi, il y a un ralentissement dans la tendance. Quant au nombre de nouveaux cas, sur les 7 derniers jours, nous avons une moyenne de 9 487 nouveaux cas. C'est sous la barre des 10 000 et c'est surtout moins 40% en base hebdomadaire. Cette forte diminution s'est donc relativement rapidement mise en place après le pic du 27 octobre. C'est un point très positif, mais il est clair que nous restons en surchauffe, que nous restons avec un nombre important de contaminations dans notre pays et qu'il faudra encore descendre sérieusement avant de se retrouver dans des zones plus calmes et dans des zones moins dangereuses. On a cette tendance que vous avez vue sur la courbe dans toutes les strates d'âge, comme vous le voyez sur la diapositive actuelle. Les proportions de représentation des strates d'âge restent globalement les mêmes, avec 2 tiers des cas qui sont présents entre 20 et 60 ans. Pour une des premières fois, nous avons une diminution aussi de la représentation des personnes plus âgées, entre autres des plus de 70 ans. Et ça, c'est un point extrêmement positif, puisqu'on sait que lorsqu'ils sont contaminés, on a un risque plus significatif par la suite d'évolutions défavorables et d'hospitalisation. Si on voit la carte de la Belgique, on voit qu'elle est entièrement en vert, avec des diminutions dans toutes les provinces, assez spectaculaires dans les provinces qui étaient les plus touchées, comme la province de Liège, la région de Bruxelles et les 2 Brabants, par exemple, où on a des diminutions de 45 à 50%. Actuellement, en nombre absolu, c'est le Hainaut qui reste encore la province qui a le plus grand chiffre, avec 1945 nouvelles infections en moyenne par jour. Au niveau des hospitalisations, on a 596 nouveaux patients en moyenne. Donc on passe sous la barre des 600 patients qu'on avait largement effractés depuis un certain temps. Et ceci correspond à une baisse de 9% sur base hebdomadaire. On voit que clairement la courbe s'est cassée et commence à diminuer. Le pic donc des hospitalisations, sous réserve d'une surprise désagréable, bien sûr, des jours qui viennent, se situe le mardi 3 novembre, c'est-à-dire une semaine après le pic des contaminations. Ce 3 novembre, nous avons eu 879 patients hospitalisés. Hier, nous avons eu 400 patients hospitalisés, c'est-à-dire la moitié en moins, ce qui est pour le moins important. Actuellement, sur base de ces données, nous avons en Belgique, pour la première fois depuis un certain temps, moins de 7000 patients, en l'occurrence 6948 patients hospitalisés. C'est un tout petit peu plus qu'avant-hier, mais c'est surtout 500 patients de moins que lors du pic du 3 novembre, où on avait pratiquement atteint les 7500, avec 7487 patients hospitalisés. Au niveau des lits de soins intensifs que vous voyez sur la diapositive actuelle, vous voyez aussi qu'il y a une tendance dans le bon sens de cette courbe qui tend à s'arrondir. C'est vrai que les chiffres augmentent encore. Il y a 1469 patients qui sont actuellement en soins intensifs, ce qui sature certaines régions du pays avec 75 à 100% d'occupation dans différentes provinces francophones. La pression est encore extrêmement importante sur le terrain. Il ne faut absolument pas négliger ce point. Mais il y a une éclaircie effectivement à l'horizon. On devrait voir se stabiliser et peut-être diminuer le nombre de ces patients à partir de la moitié ou de la fin de cette semaine.
Si nous voyons maintenant le nombre de décès continue à augmenter, ce qui est prévu puisqu'on sait que c'est le facteur, l'indicateur qui met le plus de temps à changer. On a eu en moyenne 179 décès par jour, ce qui est une augmentation de 55% comparé à la semaine précédente. Le nombre le plus élevé de décès dans cette deuxième vague se situe actuellement le 2 novembre avec 201 décès à déplorer. Après ces indicateurs épidémiologiques, nous voudrions revenir sur les notions déjà discutées, mais on va peut-être le faire plus à son aise aujourd'hui ensemble, de quarantaine et d'isolement. Commençons par la quarantaine. La quarantaine, par définition, c'est quelqu'un qui n'est pas malade, en tout cas au début de sa quarantaine, mais qui était en contact à haut risque avec quelqu'un. Un contact à haut risque qui va impliquer donc qu'il va se retirer partiellement du monde. On va voir ce que ça signifie dans quelques instants, pendant 10 jours. L'isolement, lui, est d'une durée de 7 jours et il est d'application chez les personnes qui soit sont malades, soit sont asymptomatiques, mais chez lesquelles on a prouvé l'infection, c'est-à-dire qu'on a un frottis qui est Covid positif. Revenons donc maintenant pour commencer à la quarantaine. Alors, qui va être mis ou qui va se mettre en quarantaine? Eh bien, c'est s'isoler préventivement parce qu'on a eu ce contact à haut risque avec une personne infectée. Ce contact à haut risque, ça signifie, on l'a déjà dit, mais il faut le répéter, qu'on a passé au moins 15 minutes à moins d'1,50 m de la personne infectée. Les 15 minutes, d'ailleurs, ne devant pas être 15 minutes qui se suivent, mais un total d'une quinzaine de minutes qui peut être sur une matinée, par exemple, ou sur une autre demi-journée. Cela s'applique si ces contacts ont eu lieu alors que les deux personnes ne portaient pas de masque, ou qu'une seule des deux personnes ne portait pas de masque. Si les deux personnes portaient un masque, à ce moment-là, les contacts deviennent des contacts à faible risque. Alors, il faut savoir que lorsqu'on est un contact à haut risque, et donc il n'y avait pas des masques des deux côtés, ça a duré plus que 15 minutes, c'était moins d'1,50 m, le risque d'avoir attrapé le virus est significatif. Il est de 15 à 30%. Donc, une personne sur 3 à une personne sur 6 qui est un contact à haut risque a attrapé le virus. Il va mettre un certain temps à exprimer ce virus, mais il a attrapé ce virus. On peut donc être contaminé à ce moment-là sans le savoir, et on ne peut pas au début montrer que le virus est présent. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de virus qui est présent pendant plusieurs jours, et donc un frottis a toutes les chances de revenir négatif parce qu'il n'y a pas assez de virus pour que le signal se déclenche au niveau du test au laboratoire. On est malheureusement déjà contaminé et donc ce test ne peut pas remplacer une quarantaine. Ce test n'a pas de sens à ce moment-là. On peut parfois mettre jusque 14 jours avant d'exprimer la maladie, mais il faut savoir que, heureusement, 90% des gens qui vont devenir malades vont l'être en déant les 10 jours. Un des problèmes liés à l'infection au coronavirus, c'est que nous sommes transmetteurs du virus lorsque nous ne sommes pas encore cliniquement malades, même si nous allons le devenir. On exprime le plus de virus durant les 24-48 heures avant le début des symptômes cliniques et pendant les premiers jours des symptômes cliniques. On peut donc ainsi parfaitement contaminer quelqu'un alors qu'on ne se sent pas soi-même malade. Et c'est un des gros problèmes que pose ce type de coronavirus par rapport d'ailleurs à d'autres coronavirus éventuellement plus dangereux. C'est pour cela d'ailleurs que certaines personnes ne savent pas qui les a contaminés parce qu'effectivement, elles n'étaient pas en présence de quelqu'un qui se savait positif ou qui se sentait malade. C'est toute l'importance donc de la quarantaine pour casser cette chaîne de transmission. Elle est essentielle et donc même si vous trouvez ça un peu vexatoire, même si vous trouvez ça gênant, elle est importante pour que le virus ne se répande pas dans la société et ça c'est un rôle que vous et vous seul pouvez effectivement exercer.
Autre raison pour être mis en quarantaine, c'est un voyage à l'étranger. Un voyage à l'étranger dans certaines zones. Il faut bien avouer qu'elles sont très larges maintenant en Europe, classifiées comme étant rouges. Et si vous avez eu des activités qui prêtent à risque, des sorties, etc., etc. Comme vous le savez, si on reste plus de 48 heures à l'étranger, on doit, avant de rentrer, remplir ce fameux PLF. Et lorsque vous l'aurez envoyé, la plupart du temps par voie informatique, vous allez recevoir éventuellement un message qui vous dira que vous devez vous mettre en quarantaine. C'est que non seulement vous étiez en zone rouge, mais que vous avez eu des activités qui vous mettent à risque d'avoir été contaminé. Dans ce contexte-là, on commencera à partir du jour en question, du jour de l'arrivée, votre quarantaine. Lorsqu'on est en quarantaine, par exemple parce qu'on est revenu d'étranger, par exemple parce qu'on a été en contact à haut risque avec un collègue, c'est vous-même qui êtes en quarantaine, ce n'est pas votre famille. Votre famille n'est pas en quarantaine en même temps que vous. Bien sûr, si quelqu'un est malade au sein de la cellule familiale, qui a vécu classiquement proche l'une de l'autre, comme c'est tout à fait normal, l'entièreté du groupe familial qui vit sous le même toit va se mettre à ce moment-là en quarantaine. Et je dirais, bien sûr, ça doit être une logique implacable, si on ressent des symptômes compatibles avec le Covid alors qu'on est en quarantaine, comme d'ailleurs si on en ressent en dehors de la quarantaine, eh bien on va contacter son médecin pour pouvoir faire un test et commencera alors la période d'isolement dont on va discuter dans quelques minutes. Durée de la quarantaine, on l'a évoqué déjà au début, c'est une durée de base de 10 jours, à compter du dernier moment de contact avec la personne infectée, auquel va se rajouter par précaution, pour les fameux 10% qui n'expriment qu'entre le 10e et le 14e jour, 4 jours de précaution. Vous n'êtes plus en quarantaine, mais vous portez le masque plus fréquemment, vous faites plus attention encore aux soins d'hygiène des mains, vous n'allez pas voir des personnes, et entre autres, vous n'allez pas voir une personne à haut risque, une personne âgée, par exemple. Que fait-on lorsqu'on est en quarantaine? Alors, on fait ce qu'on veut chez soi, bien sûr. Je ne vous dirai pas s'il faut lire ou s'il faut regarder la télévision, mais ça veut dire qu'on va rester chez soi. On va rester chez soi et on n'en sortira que pour des choses essentielles. Bien sûr, voir son médecin si on est malade, bien sûr, aller chez le pharmacien s'il faut des médicaments indispensables, bien sûr, aller faire des courses indispensables. On ne va pas aller acheter un vêtement qui soit éventuellement superflu, d'autant plus que pour l'instant, c'est difficilement faisable, mais on va aller au supermarché chercher de la nourriture, par exemple. On va porter un masque, et on va porter un masque toujours lorsqu'on sera à l'extérieur, je dirais même aux endroits où, logiquement, ce n'est pas nécessaire, et on va vraiment essayer, même au sein de sa cellule familiale, de porter un masque si possible. C'est une bonne idée pour éviter, si vous êtes positif, de contaminer des gens qui ne le sont probablement pas encore à ce moment-là. Ce n'est pas durant la quarantaine que l'on reçoit la personne que l'on peut recevoir chez soi. Ce n'est pas durant la quarantaine qu'on va rendre visite à d'autres personnes. Bien sûr, vous pouvez vous balader sur votre terrasse, vous pouvez dans votre jardin, si vous avez un jardin, bien sûr. Vous allez surveiller votre température, idéalement 2 fois par jour, pour voir si la fièvre ne s'installe pas, même si vous ne la ressentez pas. On sait qu'elle peut être un des symptômes du Covid, comme de beaucoup d'autres infections. Vous allez par définition appliquer des mesures diminuant le risque de transmission si vous êtes porteur du virus, et donc vous allez bien aérer votre habitation. Vous allez bien nettoyer là où vous êtes autour de vous, un peu plus consciencieusement, je dirais encore, tous les points de contact classiques, les rampes d'escalier, les poignées de porte et autres. Et vous allez au maximum, en fonction des possibilités, des habitations, et on sait que ce n'est pas évident pour tout le monde, essayer d'utiliser des toilettes différentes ou une salle de bain différente, et des objets en tout cas de toilettes différents que le reste du ménage. Idéalement, vous allez essayer de manger à part, pas au même moment que les autres personnes de la famille qui vivent avec vous et qui n'ont pas, elles, de raison d'être en quarantaine. Après avoir ainsi décrit la quarantaine, arrivons au stade de l'isolement. Je rappelle, l'isolement, c'est quelqu'un qui est testé positif pour le coronavirus, qu'il se sente malade, qu'il soit malade ou qu'il soit éventuellement, bien sûr, asymptomatique. Par définition, comme vous êtes testé, vous êtes potentiellement contagieux,
Vous excrétez du virus, et on l'a déjà dit, surtout au début de votre isolement. Et donc, il est particulièrement important de faire attention à ce moment-là. À partir du moment où on est en isolement, on va compter 7 jours pendant lesquels vous vous retirez, si on peut dire, de la vie extérieure. 7 jours à partir du début des symptômes ou 7 jours à partir du moment où le test est positif, si vous êtes testé en tant qu'asymptomatique. Quand peut-on se remettre dans une certaine vie extérieure? Eh bien, c'est 7 jours au minimum. Ces 7 jours doivent comprendre au moins 3 jours pendant lesquels vous n'avez pas de fièvre et vous devez avoir une amélioration des symptômes si symptômes il y avait. Donc une partie des personnes ne sortiront pas de leur isolement au bout de 7 jours, mais seulement au jour 9, au jour 10, au jour 12, en fonction de l'amélioration des symptômes, en fonction de la disparition de la température. On va appliquer les mêmes règles durant l'isolement que durant la quarantaine, mais simplement elles seront plus strictes. Elles devront être mieux surveillées encore par vous-même, puisque c'est vous-même qui êtes là. Il n'y a personne à côté de vous pour vous contrôler. Vous n'allez pas sortir pour aller faire des courses, sauf si vous êtes seul à la maison et que personne ne peut venir vous aider, un voisin ou un collègue. Vous n'allez donc pas aller faire vos courses au supermarché. Vous irez bien sûr, si nécessaire, chez le médecin si un problème de santé se présente, et on l'a déjà assez dit, mais contactez-le à ce moment-là, puisque vous êtes potentiellement contagieux avant de vous rendre directement chez lui, sauf extrême urgence. Vous allez éviter un maximum les contacts avec les autres personnes qui vivent avec vous, puisque là, on est sûr, vous êtes porteur du virus, donc vous allez rester le plus souvent possible dans une pièce séparée, la chambre par exemple, en aérant cette chambre au mieux possible, on en a parlé la semaine précédente. Si au sein de la cellule familiale, il y a effectivement là d'autres personnes, en présence des autres personnes, vous allez systématiquement porter le masque. Ça ne devient pas un conseil, comme on le disait lors de la quarantaine, mais je pense que ça devient une réelle obligation morale, en tout cas, par rapport aux autres personnes. Si dans votre cellule familiale vivent d'habitude des personnes à haut risque, comme des personnes âgées, je pense qu'il est important d'envisager, si c'est faisable, que ces personnes âgées soient un certain temps hébergées ailleurs, chez d'autres membres de la famille, éventuellement. Dans les habitations, la majorité d'entre elles, où on ne veut pas s'isoler entièrement, eh bien, par définition, les personnes de votre famille, et vous avez été en contact avec ces personnes, donc je dirais même systématiquement la cellule familiale va devoir se mettre, elle, en quarantaine, en parallèle avec votre isolement. Votre isolement, on l'a déjà dit, il va durer 7 jours, parfois un peu plus longtemps, en fonction des symptômes. Mais les personnes qui sont en quarantaine, eh bien, elles vont rester en quarantaine pour les fameux 10 jours après vos 7 jours d'isolement. Pourquoi? Parce que vous êtes contagieux pendant 7 jours. Et le 7e jour, vous pourriez très bien encore contaminer quelqu'un de votre cellule familiale. On va donc rajouter 10 jours à ces 7 jours. Et je dirais malheureusement, mais c'est la réalité, les personnes de votre cellule familiale vont donc avoir ainsi une durée totale de 17 jours de quarantaine. On se rend compte que ceci est complexe, on se rend compte que ceci demande beaucoup d'efforts de la part de tout le monde, mais ce sont par ces petits gestes que nous pouvons tous contribuer à casser ces fameuses chaînes de transmission du virus. Nous savons combien c'est important pour continuer sur l'évolution qui devient enfin favorable, et nous devrons nous souvenir pendant les mois qui viennent que ça reste important pour ne pas revivre ce qu'on a vécu depuis le début du mois de septembre, et pour éviter, entre autres, ça sera un des maillons importants, que nous revivions une 3e vague que personne ne voudrait voir venir. Merci beaucoup. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. We beginnen deze nieuwe week met goed nieuws. Het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames blijft verder dalen. Het aantal patiënten op intensieve zorgen neemt nog licht toe, maar zal mogelijk deze week stabiliseren onder de 1500 patiënten. Dat is nog steeds ruim hoger dan tijdens de eerste golf
maar dit blijft weliswaar onder de maximumcapaciteit van 2000 intensieve zorgbedden. De overlijdens blijven ondertussen nog verder toenemen, maar ook hier zien we nu een duidelijke vertraging optreden. De afgelopen week werden er gemiddeld 9.487 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een daling van 40% op weekbasis. Er heeft zich dus relatief snel, na de piek van 27 oktober, een forse daling ingezet. Dat is positief nieuws. We komen echter van heel hoge cijfers en we gaan nog veel verder moeten zakken om opnieuw in een veiligere zone terecht te kunnen komen. De dalingen van het aantal besmettingen zien we ondertussen bij alle leeftijdsgroepen. De relatieve verhoudingen blijven onveranderd, met 2/3 van alle gevallen die zich voordoen bij de 20 tot 60-jarigen. Ook bij de 70-plussers is er ondertussen een daling merkbaar. En dit zal ongetwijfeld een gunstige impact hebben op de nieuwe ziekenhuisopnames en overlijdens. De dalingen doen zich nu voor in alle provincies. Het aantal besmettingen halveert quasi in Luik, Brussel, Waals en Vlaams-Brabant. Henegouwen blijft nog steeds de provincie met het hoogste aantal nieuwe besmettingen, met gemiddeld 1945 nieuwe besmettingen per dag. Hierna volgen Luik en Brussel. Ook de nieuwe ziekenhuisopnames dalen sinds enkele dagen in alle gewesten. Gemiddeld werden er de afgelopen week 596 nieuwe patiënten opgenomen met COVID in de ziekenhuizen. En dat is een daling van 9% op weekbasis. De piek van de ziekenhuisopnames van deze tweede golf komt daarmee op dinsdag 3 november te liggen. En dat is exact 1 week na de piek van de besmettingscijfers. Op 3 november werden er 879 patiënten opgenomen met COVID. Gisteren waren dat er 400. We zitten dus ondertussen aan ruim minder dan de helft. In België liggen er nu 6.948 patiënten met COVID in het ziekenhuis. Dat is iets hoger dan eergisteren, maar wel reeds 500 patiënten minder dan op de piek van 3 november. Toen lagen er bijna 7.500 COVID-patiënten in de Belgische ziekenhuizen. Het aantal patiënten op intensieve zorgen neemt nog steeds toe. Er liggen nu 1469 patiënten op intensieve zorgen. Dat is opnieuw een recordaantal. En dat betekent nog steeds een enorme belasting voor de ziekenhuissector. Meerdere ziekenhuizen, in het bijzonder in Wallonië, zijn momenteel verzadigd. Het lijkt er echter wel op dat het aantal patiënten op intensieve zorgen deze week zal stabiliseren. De overlijdens blijven jammer genoeg verder toenemen, maar dit ligt ook in lijn met de verwachtingen, gezien we weten dat deze indicator altijd de laatste is om te keren. Gemiddeld vielen er de afgelopen week elke dag 179 overlijdens per dag te betreuren. Dat is een toename van 55% in vergelijking met de week ervoor. Het hoogste aantal overlijdens van deze tweede golf werd tot nu toe vastgesteld op maandag 2 november. Toen waren er 201 overlijdens. En dat is ongeveer 2/3 van de piek van de eerste golf. Tijdens die eerste golf hebben we een piek van 321 overlijdens per dag vastgesteld op 8 april. Vervolgens zouden we nog eens verder willen toelichten wat het verschil is tussen isolatie en quarantaine en waarom dit zo belangrijk is. We horen namelijk nog altijd vanuit het veld
dat hier verwarring over bestaat, dat mensen het niet altijd goed begrijpen of goed opvolgen. Daarom willen we zowel isolatie als quarantaine nog eens in detail overlopen. Heel kort, quarantaine duurt 10 dagen en is voor mensen die een hoog risicocontact hebben gehad. Het zijn mensen die nog niet ziek zijn. Isolatie duurt 7 dagen en dit is voor mensen die bewezen besmet zijn met behulp van een positieve test. Deze mensen zijn meestal ziek, maar niet altijd. Nu, wat betreft quarantaine. Wie gaat er in quarantaine en waarom is dat nodig? Wel, bij quarantaine gaan we ons preventief afzonderen van onze medemens, omdat we blootgesteld zijn geweest aan een besmette persoon. We hebben een zogenaamd hoogrisicocontact gehad. Een hoogrisicocontact betekent een contact van langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand zonder mondmasker. Het is belangrijk om te vermelden dat die 15 minuten niet aan één stuk hoeven te zijn. Dit kan bijvoorbeeld ook gaan om 3 keer 5 minuten op een voormiddag. Of 3 keer 5 minuten gezien over een hele dag. Er is ook een uitzondering. Wanneer beide personen, dus de besmette persoon en de contactpersoon, de hele tijd op een correcte manier een mondmasker hebben gedragen, dan geldt het contact niet als hoog risico, maar eerder als een laag risicocontact. Na zo'n hoog risicocontact bent u dus mogelijk besmet met het virus, maar u voelt u nog uitstekend. Dat is normaal. Het virus kan in het begin immers nog niet aangetoond worden in de neus met een test. Er zit gewoon nog niet genoeg virus in de neus. Het virus moet eerst nog enkele dagen vermeerderen, vooraleer het kan aangetoond worden en vooraleer ook u besmettelijk en ziek wordt. Een test, kort na een blootstelling, kan dus nooit een quarantaine vervangen en geeft geen enkele garantie dat u toch niet besmet bent. Soms kan het tot 14 dagen duren vooraleer we ziek worden van het virus na een blootstelling. Meestal is dat echter 5 à 6 dagen. Ongeveer 90% van de mensen worden ziek binnen de eerste dagen na de blootstelling. Wanneer u echter een hoog risicocontact heeft gehad, moet u er wel mee rekening houden dat de kans reëel is dat u de besmetting opgelopen heeft. We zien dat dat het geval is bij zo'n 15 tot 30% van de mensen. Dat is dus niet verwaarloosbaar. 15 tot 30% van de hoogrisicocontacten gaan dus binnen die 14 dagen virus beginnen uitscheiden. En dan heel belangrijk, mensen scheiden het virus reeds uit 2 tot 3 dagen vooraleer ze de eerste symptomen vertonen. Dit betekent dus dat we mensen reeds besmetten vooraleer we ons ziek voelen. En dat is precies de geniepige manier waarop het virus zo vaak weet te verspreiden. Dat is ook de reden waarom zoveel mensen niet weten wie hen besmet heeft of waar ze besmet zijn geweest. Maar juist door op voorhand in quarantaine te gaan, kunnen we deze infectieketting doorbreken. Quarantaine is daarom essentieel om de epidemie te bestrijden. Daarnaast is het ook mogelijk dat u in quarantaine moet gaan omdat u in het buitenland heeft verbleven, langer dan 48 uur. En wanneer u na het invullen van de passagierlokalisatieformulier een sms krijgt. Het betekent dat u in een rode zone heeft verbleven en een risicoactiviteit heeft uitgevoerd. Ook in dat geval is de quarantaine geldig. Wanneer u een hoog risicocontact heeft gehad, buiten het huishouden, dan moet alleen u zelf in quarantaine en niet uw huisgenoten. Wanneer echter iemand van uw gezin COVID heeft, dan moeten alle andere leden van het huishouden in quarantaine gaan. Zodra u symptomen ontwikkelt tijdens de quarantaine, moet u u laten testen. Zoals gezegd reeds, quarantaine duurt in principe 10 dagen en die 10 dagen beginnen vanaf het laatste contact dat u had met de besmette persoon.
Het is wel belangrijk om na die 10 dagen nog 4 dagen extra voorzichtig te zijn. Want de ziekte kan nog altijd uitbreken, ook in die volgende 4 dagen. De kans is klein, maar het is mogelijk. Dus gedurende die 4 dagen is het best om steeds afstand te houden van al uw medemensen, zoveel mogelijk een masker te dragen en ook weg te blijven van oudere personen of mensen met een zwakke gezondheid. Hoe ziet zo'n quarantaine eruit? Hoe doen we dat? Wel, in de eerste plaats, het is belangrijk dat u thuis blijft. U mag eventueel wel naar de apotheek gaan, naar de dokter of naar de supermarkt, maar daarbij draagt u altijd een mondmasker. Het is ook een goed idee als u binnen verblijft en in de buurt bent van uw huisgenoten om ook dan een mondmasker te dragen. Laat geen bezoekers toe in uw huis en ga ook niet op bezoek bij anderen. U mag natuurlijk wel in uw tuin of terras zitten. Meet 2 keer per dag uw temperatuur en zet regelmatig uw ramen open. Poets elke dag wat u veel aanraakt. Bijvoorbeeld deurklinken, kranen, lichtschakelaars, wc-bril enzovoort. Gebruik andere spullen dan de spullen van uw huisgenoten. Gebruik andere borden, andere handdoeken, andere lakens enzovoort. Indien het mogelijk is, gebruik dan een ander toilet dan uw huisgenoten en gebruik een andere badkamer dan uw huisgenoten, indien dat mogelijk is natuurlijk. Eet liefst op een ander moment of op een andere plaats dan uw huisgenoten. Wat betreft isolatie. Wie gaat er in isolatie? Wel, het gaat om mensen die positief getest hebben op het coronavirus. Mogelijk zijn deze personen ziek omwille van het virus, maar soms kan het ook zijn dat u een positieve test heeft gehad, maar dat u geen symptomen ontwikkelt. U bent dus besmettelijk en kan het virus gedurende een 7-tal dagen uitscheiden. Dat is in het bijzonder zo wanneer u symptomen heeft. Het meeste virus wordt uitgescheiden in de eerste dagen van de ziekte. Isolatie, zoals ik reeds eerder gezegd heb, duurt minstens 7 dagen. En die 7 dagen beginnen vanaf de dag van de eerste symptomen. Wanneer u geen symptomen had, maar toch een positieve test heeft gehad, dan beginnen die 7 dagen vanaf de dag van de positieve test. U mag uw huis opnieuw verlaten na 7 dagen, maar enkel op voorwaarde dat u al minstens 3 dagen geen koorts heeft gehad en er een duidelijke verbetering is van de ademhalingssymptomen. Wanneer de symptomen dus niet fel verbeterd zijn, kan het zijn dat de isolatie langer duurt dan 7 dagen. Mogelijk is dat 9 dagen, 10 dagen. Het hangt af van de symptomen. Hoe voeren we zo'n isolatie uit? Wel, in principe gelden dezelfde regels als voor een quarantaine, alleen is het nog iets strenger. Wanneer u in isolatie bent, komt u in principe helemaal niet buiten. Het is best dat u uw boodschappen laat doen door iemand anders. Voor een medische noodzaak kan u natuurlijk wel nog het huis verlaten, maar het is wel belangrijk dat u eerst uw arts via de telefoon contacteert. Probeer zoveel mogelijk alle contact met uw huisgenoten te vermijden. Blijf zoveel mogelijk in een aparte kamer en verlucht deze kamer regelmatig. Wanneer uw huisgenoten toch nog in de buurt komen, draag dan steeds een mondmasker. Wanneer u samenleeft met personen met een verhoogd risico, zoals oudere mensen of mensen met een zwakke gezondheid, dan kan overwogen worden dat deze personen gedurende 1 week ergens anders gaan verblijven. Het is ook belangrijk dat wanneer 1 persoon in het gezin in isolatie gaat,
omdat die persoon COVID heeft, dat de andere huisgenoten tegelijkertijd in quarantaine gaan. Zij dienen dus ook thuis te blijven. Dit komt omdat we in de huiscontext, binnen een gezin, contact met elkaar niet volledig kunnen vermijden. En bovendien is er ook contact geweest vooraleer de diagnose werd gesteld. En we weten dat de patiënt ook al 2-3 dagen voordat de positieve test werd afgenomen of voordat de symptomen begonnen, reeds virus aan het uitscheiden was. Een belangrijk punt is dat na de 7 dagen isolatie uw huisgenoten nog eens 10 extra dagen in quarantaine moeten blijven. Dit komt omdat ze het virus kunnen opgelopen hebben van u tot en met die 7e dag van de isolatie. Dat is de laatste dag dat u mogelijk nog besmettelijk was. Dit is dus de laatste dag waarop de besmetting had kunnen plaatsvinden en vanaf dan moeten er nog 10 dagen extra bijgeteld worden. Dat wil zeggen dat de huisgenoten van een COVID-patiënt in totaal minstens 17 dagen in quarantaine moeten. We beseffen dat dit complex is en dat dit heel veel vraagt van de mensen en van de maatschappij waarin we leven. Maar het is heel belangrijk om te beseffen dat deze quarantaine en deze isolatieregels cruciaal zijn om de epidemie te controleren. Dit zijn de cruciale basisregels die we nodig hebben om te vermijden dat we misschien binnen enkele maanden weer naar een 3e golf gaan. Dank u voor uw aandacht. Ce week-end, vous avez pu peut-être profiter de ce beau temps automnal. Nombreux l'ont fait, parfois au même endroit, au même moment, mais à quelques exceptions près, tout s'est déroulé sans gros problèmes, dans le respect des mesures sanitaires. Ces sorties sont extrêmement importantes en ce moment. Ils nous donnent littéralement une bouffée d'air frais, un regain d'énergie, parce que cette période est difficile pour tout le monde et peut peser sur notre bien-être, sur notre morale, surtout si on rajoute que maintenant les jours raccourcissent de plus en plus. Aussi pénible qu'il puisse l'être, ce confinement automnal, nous devrons le traverser ensemble. Ce n'est pas facile tous les jours et il n'y a malheureusement pas de solution miracle. Mais la manière dont nous envisageons la situation peut nous permettre de l'aborder plus sereinement. Ce qui peut aider, c'est de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas faire. Concentrez-vous sur les choses que vous pouvez faire et lancez-vous. Si vous vous sentez un peu désemparé en cette période, un peu isolé, voici quelques idées, quelques exemples concrets. Même si vous êtes maintenant plus à la maison, plutôt qu'habituellement au travail, à l'école ou les uns chez les autres, trouvez une routine quotidienne, un horaire hebdomadaire. Cela vous permettra de rester actif et de ne pas vous enfoncer dans une spirale négative. Prenez du temps pour vous, mais n'avancez pas non plus à vue. Fixez-vous des objectifs. À moins d'être en quarantaine ou en isolement, essayez de sortir de temps à autre de votre domicile pour marcher, qui sait pour les plus sportifs, pour faire du vélo ou du sport. Mais même si le temps est moins clément, continuez vraiment à avoir cette envie, cette volonté de sortir. Cela fait vraiment du bien et c'est profitable autant physiquement que moralement. Restez également en contact avec d'autres personnes, même à distance. Vous pourriez vous fixer d'appeler par exemple une personne différente tous les jours pour prendre de ses nouvelles. Bien sûr, la technologie peut y contribuer, mais et pourquoi pas retrouver le plaisir d'envoyer une carte, une lettre, des fleurs. Lors de nos sorties quotidiennes, que ce soit dans la rue ou au supermarché, restons ouverts également à l'interaction, au dialogue. Ne laissons pas la distance physique de rigueur et le port du masque être une raison pour se taire ou disparaître dans l'anonymat. Donc restons ouverts aux autres, même dans ces temps difficiles, que ce soit pour nous ou pour les autres. Faites attention également aux personnes vulnérables de votre entourage ou aux personnes qui sont pour le moment bloquées en quarantaine ou en isolation. Que ce soit des personnes de votre famille, votre voisin, une voisine âgée peut-être qui vit seule. Gardez le contact, demandez-leur peut-être de quelle manière vous pouvez les aider
par exemple en faisant une partie de leurs courses. Enfin, ne soyons pas trop sévères avec nous-mêmes. C'est tout à fait compréhensible que nous ayons des chutes de motivation ou de morale en cette période. L'important est que celle-ci ne soit que momentanée et ne contrôle pas notre vie. Si vous avez besoin d'aide, sachez qu'il existe de nombreuses initiatives, de nombreuses sources d'informations aussi qui reprennent du contenu pour pouvoir vous aider, pour pouvoir aider vos proches. Il existe aussi des services à notre disposition par téléphone pour pouvoir librement parler, être écouté, trouver du soutien. Vous trouverez sur le site info-coronavirus.be l'ensemble de ces aides qui sont à votre disposition. Le plus important, c'est de ne pas attendre pour faire usage de ces aides. Ces conseils pratiques peuvent nous aider à traverser cette période difficile. Traversons-la ensemble. Plus que jamais, nous sommes une équipe de 11 millions de personnes et dans une équipe, les coéquipiers prennent soin les uns des autres. Ne laissons personne derrière nous. Merci. Goedemiddag. Dit weekend hebben we massaal genoten van het herfstweer. Dit liep op enkele kleine uitzonderingen na heel vlot en vooral met respect voor de coronamaatregelen. Dergelijke uitstapjes in de natuur zijn enorm belangrijk in deze zeer moeilijke periode. Ze geven ons letterlijk frisse lucht en vooral energie. Want deze periode is voor iedereen zwaar en het begint voor iedereen enorm te wegen. Zeker nu de dagen korter zijn en het sneller donker wordt. Hoe moeilijk het ook is, we moeten er samen door. Er bestaat helaas geen magische oplossing, maar de manier waarop we naar de situatie kijken zal zeker mee bepalen hoe sterk of zwak we ons voelen de komende weken. Wat daarbij kan helpen, is om los te laten wat we niet meer kunnen veranderen. Leg de focus op dingen die je wel kan en ga daarmee aan de slag. Enkele concrete voorbeelden. Probeer af en toe naar buiten te gaan om te wandelen of te fietsen. Ook als het straks wat minder weer wordt, kunnen we met de aangepaste kledij nog steeds naar buiten gaan om frisse lucht te nemen. Het hebben van een dagelijkse routine of een weekplanning helpt om actief te blijven en niet om in een neerwaartse spiraal te geraken. Hou contact met andere mensen, ook al is het van op een veilige afstand. Stuur eens een kaartje of een briefje. Tracht elke dag met iemand te telefoneren. Sla op een veilige manier een praatje met mensen op straat of in de supermarkt. Laat het masker geen reden zijn om stil te zijn of te verdwijnen in de anonimiteit. Heb in deze moeilijke periode ook aandacht voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Bijvoorbeeld oudere mensen in uw familie of buren. Laat van je horen en vraag op welke manier je kan helpen, bijvoorbeeld door inkopen te doen. Wees in deze periode niet te streng voor jezelf. Het is oké als het even niet lukt of als je je even wat minder voelt. Er bestaan ondertussen heel wat initiatieven en websites met informatie wat je kan doen op mentaal vlak voor jezelf, maar ook voor de anderen. Een overzicht kan je vinden op de website info-coronavirus.be. En heel belangrijk, wacht niet te lang om hulp te vragen of te zoeken. Deze praktische tips kunnen helpen om door deze moeilijke periode te geraken. Maar het allerbelangrijkste is dat we dit samen doen. We moeten hier samen door. We mogen niemand achterlaten. Meer dan ooit zijn we één team van 11 miljoen. En teamgenoten zorgen voor elkaar. Dank u wel. Kunnen we overgaan tot de vraag? Ik denk dat er één vraag is binnengekomen van de journalisten. Gaat de teststrategie opnieuw veranderen? Zullen asymptomatische personen weer getest worden? Het is zeker de bedoeling om ergens in de loop van november terug te keren naar de oude teststrategie, waarbij we ook asymptomatische personen gaan testen, nadat die een hoog risicocontact hebben opgelopen. Precieze datum kunnen we daar momenteel nog niet op plakken. Dat zal waarschijnlijk ergens in de tweede helft van november zijn.
Er wordt momenteel volop gewerkt aan de verdere operationalisering van de laboratoria van het federale testplatform. Dus die testcapaciteit wordt enorm uitgebreid. En dat zal inderdaad in de toekomst leiden opnieuw tot een meer uitgebreide teststrategie. En dat zal een heel belangrijk wapen zijn om in de toekomst ook de epidemie verder te bestrijden en een derde golf te vermijden. La stratégie de testing va-t-elle être modifiée? Allons-nous à nouveau tester les asymptomatiques? Alors effectivement, c'est le but, courant novembre, de pouvoir à nouveau étendre la stratégie de testing à des personnes qui ne peuvent plus le faire actuellement parce que le système était embouteillé. Ceci devrait survenir quelque part dans la deuxième moitié du mois de novembre, nous y sommes dans quelques jours, lorsque la plateforme, la nouvelle plateforme qui doit aider le laboratoire clinique sera totalement opérationnelle, mise en place, de manière à étendre potentiellement notre nombre de tests à plus de 100 000 par jour. Et dans ce contexte-là, les personnes qui étaient testées comme les contacts à haut risque devraient pouvoir l'être dans les semaines qui viennent. C'est fondamental, bien sûr. On le sait, et c'est surtout fondamental dans la phase qui nous attend maintenant, après cette deuxième vague, lorsque le nombre de cas va diminuer, pour dépister les cas dans la société et permettre justement que ces cas soient isolés, comme on en a parlé aujourd'hui, et qu'ils ne transmettent pas la maladie. Oké, dankjewel. Dat waren alle vragen, of 1 vraag tenminste. De volgende persconferentie zal plaatsvinden nu woensdag 11 november. Donc le prochain conférence de presse aura lieu le mercredi à 11h. Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor de anderen. Merci.